Mesdames et messieurs, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée, dont tels sont les principaux titres. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, a reçu ce matin le commandant et le vice-amiral de la force d'autodéfense japonaise. Également dans l'actualité au monde, Poutine remporte les élections présidentielles avec 76,67% des voix. Nous entamons ce journal avec cette information sur l'envoi d'un ou plusieurs messages de félicitations, message de félicitations du président de la République, Ismail Marguelé, suite à la réélection du président russe Vladimir Poutine. Le chef de l'État, Ismail Marguelé, donc a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Dans son message, le chef de l'État a décrit la réélection de Poutine comme la preuve parfaite de l'adhésion de la majorité du peuple russe autour du projet de société qu'il ambitionne pour son pays. Le président Guelleh écrit dans son message: sous votre leadership éclairé, votre pays a accru ses dispositions économiques, source d'épanouissement social. Le président de la République a ensuite poursuivi son message en indiquant: nul doute que votre action à la tête de la Fédération de la Russie contribuera au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux nations. Le président Guelleh a enfin réitéré ses vœux de succès et de réussite au président russe Vladimir Poutine. De nombreux messages de condoléances et de sympathie continuent d'affluer à la présidence de la République, où sont envoyés à la famille du défunt et ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou. Barkhad Gourad Hamadou a été rappelé à Dieu dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il était dans un hôpital parisien pour traitement d'urgence. Le défunt et ancien Premier ministre est mort à l'âge de 88 ans. Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fardous. Eh bien, M. Barkhad Gourad Hamadou, ancien Premier ministre, a occupé des fonctions pendant 23 années, de 1968 à 2001. Cette longévité à ce poste confirme qu'il a été un vrai leader politique. Sa disparition a énormément touché donc non pas seulement sa famille, ses amis ou ses proches, mais également la classe politique, toutes tendances confondues. Effectivement, donc Ali, celui qui aura été le 3e Premier ministre de la République de Djibouti, s'est éteint à l'âge de 88 ans. Outre le président de la République, Ismail Marguelé, les hommes ont rendu donc au défunt Premier ministre des messages de condoléances, dont notamment le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, son secrétaire général Naguib Abdallah Kamil, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Humed, l'ensemble des parlementaires, les sultans de Tadjoura, de Gobad, le Gassed Issa, l'ensemble des membres du gouvernement, l'ancien Premier ministre de l'État Mohamed Dilleta, le secrétaire général du RPP, le président du FRUD, le chef du cabinet de la présidence, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed à Moscou, Dr Kamil, et en Arabie Saoudite, Diadine Bamakhrama, au Caire, M. Mohamed Douhour, au Qatar, au Japon, à Reïta et enfin au Yémen. Et tout le personnel de la primature, les différents ministères et chancelleries de Djibouti à l'étranger. Par ailleurs, les préfets et des présidents des conseils des 5 régions adressent leurs condoléances au nom de toute la population des 5 régions. M. Saad, donc Omar Guelleh, Ali Mohamed Abdou, donc, et Baragoïta Saïd, le sage d'Obok, Hassan, donc Mekele, donc adressent tous leurs condoléances à la famille du défunt. Donc, cet homme, donc un visionnaire doté d'un sens aigu de l'observation, Ali, de l'analyse, selon le chef de l'État, feu Barkhad Gourad manquera à beaucoup d'entre nous, ses compatriotes, qui l'appréciaient toujours pour son franc-parler et sa sincérité. Né vers les années 30, donc à Hanlé, dans la région de Dikil, Barkhad Gourad Hamadou a été un homme politique de premier plan avant et après l'indépendance du pays. La carrière politique de feu Barkhad Gourad Hamadou est liée instinctivement donc à l'histoire du pays, sa vivacité d'esprit, mais aussi son franc-parler, son style de grand sportif, donc passionné d'équitation, de moto, de voiture, de course. Ce sont donc dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Feu Barkhad avait dirigé donc et intégré pour la première fois la Chambre des députés en 1957 après l'échec du non
au référendum. Donc en 1958, il est réélu en novembre 58 sur la liste de Hassan Gouleid. Puis en 1960, il est ministre dans le gouvernement de Ali Aref Bourhan, dont il était proche. En 1967, il est réélu sur la liste qu'il dirige dans la circonscription de Dikil. Par la suite, il est élu sénateur par l'Assemblée territoriale en 1965. Affilié donc au gaullisme, il a signé et siégé donc dans les rangs de l'Union pour la Nouvelle République. Il démissionne du Sénat en 1980. Désigné ministre, il a longtemps travaillé aux côtés de Gouleid puis de l'actuel président Ismaël Omar Guelleh. Merci Fardous Hussein donc pour cet éclairage sur la carrière donc de cet homme d'État. Il s'agit du défunt Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou. Également, dans l'actualité de ce 15h, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a reçu aujourd'hui à son cabinet le vice-amiral Daishiku Kajimoto, nouveau commandant de la base CTF 151 des forces armées d'autodéfense japonaises prépositionnées à Djibouti. Le vice-amiral a été reçu en compagnie de Koji Yonitani, ambassadeur du Japon, et du commandant Takayuki Yugo, attaché de défense auprès de l'ambassade du Japon. Côté djiboutien, le ministre était entouré du capitaine Elias Abdillahi Guelleh, chef de cabinet du ministère, et de M. El-Tela Ibrahim, chargé des affaires au sein de ce même département. La rencontre s'inscrit dans le cadre des prises de contact auprès des autorités civiles et militaires djiboutiennes. Le ministre a souhaité la bienvenue à Djibouti à son hôte. Le vice-amiral Daishiku Kajimoto a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé depuis son arrivée sur le sol djiboutien. L'entretien s'est élargi ensuite pour porter sur les relations de coopération bilatérale existantes entre les deux pays et plus particulièrement sur la coopération entre les deux armées. La régression des actes de piraterie maritime a été saluée de part et d'autre. Les échanges des points de vue ont également porté sur la situation en Somalie et du Yémen. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meoukiye, était hier en déplacement à Obok où il a procédé à l'inauguration d'une nouvelle clinique médicale. Celle-ci est destinée à aider et prendre en charge les clandestins ou migrants économiques voulant traverser la mer Rouge. Ce déplacement à Obok s'est effectué en compagnie de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulash, de l'ambassadeur de l'Allemagne, Volker Berezem, de la chef de la mission de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Birassami, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Omar. Arrivée par voie maritime, la délégation conduite par le ministre de la Santé a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Dabali, et de nombreuses personnalités de la ville de Hayou qui ont escorté le cortège ministériel jusqu'au centre d'aide aux migrants où était prévue la cérémonie inaugurale. Cette clinique médicale est destinée à offrir des soins médicaux d'urgence et d'assistance aux migrants qui séjournent dans le centre et souffrent généralement de déshydratation sévère ou des carences multiples. La cérémonie d'ouverture de la clinique médicale a également vu la participation des quelques 200 migrants présents dans le centre d'aide de l'OIM. Dans son allocution de bienvenue, le préfet d'Obok, M. Hassan Dabali, a félicité l'OIM pour sa volonté de remédier durablement au problème des migrants en transit à Obok. Je vous propose de suivre. Pour l'inauguration d'un centre de l'OIM et qui va renforcer et améliorer la situation sanitaire des migrants qui séjournent dans ce centre et aussi ceux qui auront besoin d'un quelconque soin et qui transitent régulièrement par Obok vers le pays de leur destination. Ceci étant, je vais souligner ici après le grand dynamisme, sans tarder, et innovation apportée à cette institution par Mme Lalini, représentante de l'OIM à Djibouti, ici présente depuis sa prise de fonction, afin d'améliorer au quotidien les conditions de personnel, tout d'abord des migrants, et diversifier sa relation avec les différents ministères sectoriels.
L'ambassadeur de l'Union européenne, M. Koulacha, a salué cette volonté du gouvernement djiboutien à fournir des soins au profit des migrants en détresse. Il a évoqué les principes d'humanisme inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme. L'ambassadeur de l'Allemagne s'est déclaré en faveur des réponses durables pour atténuer les souffrances humaines, en particulier pour les migrants en détresse. Écoutons les deux extraits des diplomates européens et allemands. Le phénomène de la migration n'est pas un défi, mais c'est une multitude de défis en face desquels nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre en Allemagne. L'Allemagne, un des pays membres, des 28 pays membres de l'Union européenne. Et nous avons appris ce que, en faisant face à ce phénomène de migration, il faut prendre acte, il faut s'engager en Allemagne même. Et on peut être plein de grandes idées, on peut avoir des projets, on peut avoir des visions, mais bien sûr sans la santé, sans être vivant, on peut rien faire. Mais ce projet est vraiment spécial parce que la clinique que notre projet cofinance est aussi un exemple comment on partage. La communauté internationale ne pouvait pas venir ici pour assister les gens en détresse. Sans les efforts de tous les hommes et les femmes qui ont travaillé ici avant que la présence internationale est arrivée, ça ne pourrait pas être bien sûr possible. Alors avant tout, je voudrais remercier le peuple de Djibouti, mais aussi le gouvernement bien sûr de ce pays, parce que c'est grâce aux efforts du gouvernement que cette aide internationale, ces efforts pourraient être organisés ici sur place. L'Union européenne attache une très grande importance aux problèmes migratoires. On a créé un grand fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique qui a financé pas mal d'activités au niveau régional pour assister les pays de la région dans la meilleure gestion des flux migratoires et dans l'aide aux migrants. La chef de mission de l'OIM, Mme Vera Sami, a rappelé l'historique de son institution qui œuvre pour apporter aide et assistance aux migrants en détresse à Djibouti. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, s'est exprimé au nom du ministre de l'Intérieur en mettant en exergue la tradition d'hospitalité et d'accueil qui caractérise notre nation pour son ouverture et son aide en faveur des migrants en détresse. Par rapport à ce que l'OIM pouvait offrir comme service il y a 1 an et demi. Permettez-moi de retracer un peu l'histoire de la raison d'être de ce centre médical ici. Il y a un an et demi, en septembre 2016, lorsque je prenais mes fonctions à l'OIM Djibouti, le centre avait fait face à plusieurs migrants qui s'étaient présentés au centre avec des problèmes de diarrhée, des problèmes de tout autre. Et l'OIM n'était pas en mesure d'offrir des services et d'appuyer le CMH de Bok pour traiter ces migrants. Et c'était effectivement le plaidoyer que l'OIM, que le ministère de la Santé a fait auprès des bailleurs comme l'Union européenne, la coopération allemande, pour que ce centre médical puisse voir le jour aujourd'hui. Donc je souhaiterais remercier encore une fois les bailleurs de fonds, l'Union européenne, la GIZ, à travers la coopération allemande, de leur appui. Ce centre médical n'aurait pas vu le jour effectivement sans l'appui de nos bailleurs, mais sans l'appui aussi du ministère de la Santé, qui dès le début, lorsque nous avons fait face à ces défis, de ne pas pouvoir traiter ces migrants dans notre centre et de les prendre en charge, nous avons tout de suite établi une forme de collaboration auprès du ministère de la Santé pour pouvoir alléger le fardeau que toute cette population migrante peut amener sur la région de Bok, mais peut amener aussi sur la République de Djibouti.
En cette importante occasion, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à nos chers invités. Mesdames, Messieurs, notre époque est marquée par la plus forte mobilité humaine de tous les temps. On estime à 214 millions le nombre de migrants internationaux qui, pour la plupart, se déplacent à l'intérieur d'une même région. Mon pays accueille un grand nombre de réfugiés émanant des pays limitrophes, mais aussi des migrants irréguliers vulnérables, notamment. Mesdames, Messieurs, depuis son ouverture, le Centre de réponse pour la migration à Obok a accueilli et hébergé plus de 30 000 migrants. Et dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Intérieur et l'OIM, le MRC propose déjà une panoplie de services adaptés aux migrants. Il s'agit essentiellement de l'hébergement temporaire, l'appui aux victimes d'appui, l'assistance dans le processus du retour volontaire dans le pays d'origine. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM, désormais les centres de réponse pour la migration proposera des services adaptés aux migrants en termes d'assistance aux soins. Mieux encore, la nouvelle clinique du MRC dispose des salles de consultation, une grande salle d'observation, une capacité d'accueil de 20 lits. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Moukiye, a quant à lui insisté sur toutes les dispositions prises par son département, notamment avec les activités de la brigade mobile lancée en décembre 2017, afin de répondre aux besoins de soins des migrants tout au long du corridor migratoire. Et enfin, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Moukiye, a rappelé que cette initiative découle de la vision politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, reflétant cette culture d'hospitalité et d'ouverture très chère à notre nation et unanimement reconnue comme un havre de paix et une terre de rencontres et d'échanges. Écoutons donc un extrait du discours du ministre de la Santé. Le centre médical qui ouvre ses portes est le symbole de notre engagement commun dans la gestion des flux migratoires qui transitent dans la République du Djibouti, affectant plus particulièrement la région d'Obok, et des risques sanitaires de plus en plus importants qui sont associés. Le gouvernement de la République du Djibouti, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, mène une politique généreuse d'accueil et de protection des migrants, en situation de vulnérabilité et en dépit de la lourde charge que cela représente pour les structures publiques, notamment dans les différentes régions. Aussi, le centre médical, au centre d'organisation, d'orientation et d'assistance pour les migrants, vient s'ajouter aux structures sanitaires publiques existantes afin d'offrir aux migrants les soins de santé de base pour alléger de la charge au CMH de la région d'Obok. Ainsi, contribuer à la réduction de toute forme de risque de santé publique sur la population migrante, mais aussi sur la population haute, en déployant un médecin et un infirmier qui travailleront en plein temps dans ce centre aux côtés de l'équipe de l'OIM, s'assurera de la prise en charge adéquate des migrants et du transfert des cas les plus complexes vers le CMH d'Obok et postérieurement vers les hôpitaux de 3e niveau de Djibouti-Ville. Je me réjouis de constater à travers le travail réalisé les fruits du partenariat avec l'OIM, qui coopère de façon exemplaire avec les départements de la santé, mais également avec le ministère de l'Intérieur et les autres départements. Djibouti étant une terre d'échange et d'accueil, comme vous le savez tous, et ayant une population avec un grand cœur à la tête, un président plus qu'humain, vous le savez, tout le défi qu'elle relève dans la question des migrants. Le président de la République a pris des engagements sur la question des réfugiés et des migrants, travaillant d'arrache-pied matin, midi et soir pour qu'ils soient une réalité. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire qu'à la tête de l'OIM, depuis que Mme Lalini a atterri, les départements ont travaillé d'arrache-pied. La collaboration a été améliorée. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit, non seulement ici, mais tout au long du corridor migratoire, un travail formidable a été réalisé, en passant de la surveillance aux équipes mobiles et aussi à la construction de cette unité ici aujourd'hui au centre de l'OIM.
le département de la santé n'aménagera aucun effort pour le soutenir, puisque, avant tout, les émigrés sont des humains, mais aussi pour protéger, non seulement les émigrés, mais protéger les autochtones aussi, au cas où il y ait un problème sanitaire majeur. La délégation conduite par le ministre de la Santé a également procédé à une visite guidée de la clinique médicale flambante 9. Ce centre médical de l'OIM comprend une salle d'hospitalisation avec une vingtaine de lits, une salle de consultation équipée et dotée de matériel adéquat, une salle d'observation, une pharmacie et une infirmerie. Ce centre médical a été construit grâce à l'OIM dans le cadre d'un programme destiné à une meilleure prise en charge des migrants. La construction de ce centre est financé par l'Union européenne et l'Allemagne. Pour sa part, le ministère de la Santé prend en charge toutes les ressources humaines nécessaires pour le bon fonctionnement de cette clinique en déployant ses médecins et ses professionnels de la santé à plein temps. Et à travers la collaboration étroite avec le CMH d'Obok, le ministère de la Santé assurera donc les activités de référence et de contre-référence au niveau de cette clinique exclusivement dédiée aux migrants. Suivant à présent ce magazine sur l'ingénierie du bâtiment, c'est le dossier de ce 15h et il est commenté par Samata Saïd. Aujourd'hui, les 30 membres de la coopérative de jeunes diplômés de la filière bâtiment et construction arrivent sur le site du chantier de construction des 10 logements à la cité Nassib. Les jeunes entrepreneurs sont motivés et veulent achever ce chantier qui leur a été confié par le MENFOP avec le soutien du chef de l'État. Après un rapide petit déjeuner, chacun enfile sa tenue de travail et s'équipe de ses matériels de construction avant de rejoindre son poste de travail et démarrer sa journée sur le chantier. Chaque jour, les briques s'empilent et le mur monte rapidement. Ces belles réalisations de la veille renforcent la motivation et la foi des jeunes entrepreneurs qui redoublent d'efforts pour honorer leur engagement de parachever le chantier de construction de ces 10 logements. Le site fourmille avec chacun de ces 30 entrepreneurs qui s'activent dans son métier et sa spécialité. Ici, les ferronniers préparent les éléments architecturaux en fer forgé dans les charnières et les grilles. Là, l'artisan et l'ouvrier qui font tourner la bétonnière en verse d'eau et gravier qui seront malaxés avec le sable et le ciment. Tout est animé du désir de voir ces chantiers aboutir parfaitement et donner entièrement satisfaction afin d'instaurer une pleine confiance des perspectives heureuses. Le succès de ce chantier est la clé de lendemain, pleine de promesses et de contrats gagnés haut la main sur le marché national. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, est en visite tôt ce matin pour inspecter et contrôler le chantier. Le ministre rencontre et échange avec les jeunes entrepreneurs sur l'état d'avancement du chantier. Les jeunes entrepreneurs lui rendent compte sur l'état d'avancement du chantier. Près d'un mois après le lancement des travaux, le chantier avance bien et se poursuit selon l'échéancier qui est fixé, assure-t-il. Les uns et les autres garantissent au ministre que ce chantier sera un franc succès, que ni lui ni le chef de l'État ne seront déçus de la confiance qu'ils ont placée en eux. Puis le ministre et sa délégation observent l'assiduité au travail des jeunes. Il évalue leur maîtrise technique et leur délicatesse dans leurs gestes et bâtisseurs. C'est aussi l'occasion de juger de la bonne organisation du travail et notamment la répartition des tâches entre les ferronniers, les forgerons, les maçons et les ouvriers qui œuvrent sur la supervision des contremaîtres. Le ministre et sa suite s'introduisent dans les pièces qui ont déjà pris forme et apprécient la qualité des fondations, la solidité des murs d'enceinte et le reste des parties déjà émergées des 10 logements pour assurer que les normes de construction des bâtiments sont bel et bien respectées. La visite donne entièrement satisfaction au ministre qui se réjouit du bon déroulement de ce chantier, école et de l'extrême efficacité de la coopérative des jeunes entrepreneurs. Il leur a renouvelé ses souhaits d'enfance réussie dans ce premier chantier qui leur ouvrira la voie vers des contrats conséquents dans le marché national. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, a présidé aujourd'hui l'ouverture d'un atelier national d'évaluation et de l'efficacité de la gestion des aires maritimes.
Ces assises d'une durée de 3 jours sont organisées par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, le PERSGA. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a réuni du haut cadre du ministère de l'Habitat tels que le directeur de l'environnement Hussein Ridache, le conseiller technique du ministère Aden Hassan, ainsi que des participants issus des métiers de la pêche, des gendarmes, des gardes-côtes, de la marine et des experts issus de l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de la gestion de l'écosystème stratégique de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Le projet est un programme de gestion intégré dont l'objectif est d'améliorer la gestion des ressources marines dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Ce projet se propose d'être une transition de la gestion traditionnelle des écosystèmes marins de la mer Rouge et du golfe d'Aden vers une gestion intégrée mettant donc en avant les valeurs ajoutées des dits écosystèmes. En termes de biodiversité, la République de Djibouti, malgré sa taille modeste, fait partie d'une des grandes régions du monde les plus remarquables, mais aussi les plus fragiles. Notre objectif, à travers la mise en place de ces aires marines protégées, est de conserver et gérer durablement nos écosystèmes naturels qui ont un grand intérêt bioécologique et offrent de grands avantages socio-économiques aux populations locales. Qui nous ramène de parler de cet autre atelier de formation sur la mise en œuvre donc du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires communément nommé Code ISPS, donc organisé par l'Agence des affaires maritimes en étroite collaboration avec l'Organisation maritime internationale, l'OIMI. L'atelier s'est déroulé hier matin au sein des locaux du Centre régional de formation de Djibouti à Doralé, où ont été conviées des différentes personnalités de l'administration maritime et agences en charge de l'affirmation de l'ordre de la sécurité en mer, à savoir les affaires maritimes, PAID, la sécurité du port, les gardes-côtes, la marine nationale. La formation qui s'étalera sur une durée de 5 jours a pour objet de permettre aux participants d'acquérir les compétences et les connaissances requises en matière de principes de pratique et des fonctions des agents de sûreté de l'installation portuaire et des formateurs de tels agents. Il a également pour but la mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires qui est établi conformément par l'Organisation maritime internationale, l'OIMI. L'atelier de formation s'est déroulé en présence de Mme Mina Hussein Doualé, directrice générale du Centre régional de formation maritime, et du directeur des affaires maritimes, M. Ali Medah Chehim, que je vous propose de le suivre. Est organisé en collaboration avec l'Organisation maritime internationale qui a bien voulu accepter à organiser à Djibouti, à donner une formation sur le code ISPS code. Comme vous savez, depuis les années 70, la sûreté est un sujet de préoccupation pour tous les acteurs du monde maritime, mais ce sont en effet ce sont les événements dramatiques du 11 septembre 2001 qui ont servi de catalyseur à la mise en place des nouvelles mesures pour renforcer la sûreté maritime à tous les niveaux. C'est en effet au 1er juillet 2004 que la certification AISPS Code est devenue désormais incontournable pour l'ensemble des opérateurs maritimes et portuaires pour prévenir et détecter les menaces et prendre les mesures adaptées contre les incidents de sûreté. On assimile assez souvent, trop rapidement, les mesures requises par le Code à un ensemble de moyens destinés à lutter exclusivement contre le terrorisme, alors qu'il s'agit en fait de lutter, de savoir détecter et prévenir tout acte illicite ou de malveillance. Passons à présent aux nouvelles à travers le monde avec toujours Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ali. Et en Russie, nous le disions en titre, le président sortant Vladimir Poutine a aisément remporté l'élection présidentielle avec 76,67% des voix. Il va assumer un nouveau mandat de 6 ans.
Tout à fait, donc les résultats sont quasi définitifs selon la commission électorale. Après le décompte de 99% des bulletins de vote, Vladimir Poutine est réélu avec 76% des voix. Il améliore ainsi son score de 13 points à la précédente élection présidentielle. En 2012, il avait obtenu 63%. Il fait mieux que ce que annoncé donc les derniers sondages confortés. Vladimir Poutine repart donc pour un 4e mandat à la tête de la Russie, devant ces centaines de partisans réunis donc à 2 pas du Kremlin. Celui qui restera au pouvoir jusqu'en 2024, année où il fêtera ses 72 ans, a remercié les Russes pour donc lui avoir accordé cette large victoire, la confiance et l'espoir du peuple russe, a-t-il martelé. Il en a donc en revanche rien dit sur ses intentions sur un éventuel remaniement de son équipe gouvernementale. Vladimir Poutine, dont les relations avec les Occidentaux sont de plus en plus tendues, a commenté pour la première fois l'affaire de l'ex-agent double russe empoisonné en Angleterre. Le Royaume-Uni dénonce la responsabilité de Moscou. C'est absurde, du grand n'importe quoi, a-t-il répondu. Merci Ferdous Hussein pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.